Les détenus étaient injectés sans le savoir avec des substances irradiées, soumis à des expérimentations pour les produits chimiques de l'entreprise Dell, et c'est le seul endroit au monde que je connaisse où des humains ont été enduits de dioxine sur la figure et sur le dos. De 1963 jusqu'au début des années 70, l'armée testait une multitude d'armes chimiques de guerre. La prison d'Holmesburg, de 1951 à 1974, a été sans doute le plus grand laboratoire d'expérimentation humaine en Amérique. Les 1400 détenus de la prison sont des proies dociles. Ils sont pauvres, peu éduqués. Pour $1 par jour, ils sont prêts à n'importe quoi. C'est ce que sera payé Youssef pour participer à 3 séries d'expérimentation. Incarcéré en 1961 pour vente de marijuana, il pense tester des produits inoffensifs. Il y avait 2 sortes de tests pour produits minceurs. L'un consistait à boire une sorte de milkshake. Il fallait aller aux toilettes et prendre du lait tous les jours, avec des œufs, le tout avec 6 pilules. Et ça 3 fois par jour. Dès la première prise, j'ai senti que j'explosais sous l'effet de gaz qui remontait. Et quand je suis allé aux toilettes, mon rectum s'est retourné comme une poche. Comme s'il y avait un stock d'hémorroïdes empilé. Je suis donc allé voir le médecin et il m'a dit « Mon Dieu, c'est épouvantable ». Je lui ai demandé des médicaments ou autre chose et il m'a répondu « Non, c'est une opération qu'il vous faut ». À l'abri des murs clos de la prison, les services américains se sentent tout-puissants. Ils n'ont plus de limites. L'armée a amené 3 conteneurs en fer. Ils étaient capitonnés à l'intérieur et ils les ont placés entre les ailes G et H du bâtiment et ils ont commencé à administrer des doses très fortes d'atropine, de scopolamine, de benzylate et d'autres psychotropes. Des détenus pensaient qu'ils étaient suffisamment costauds pour aller dans les conteneurs et en ressortir sur leurs 2 pieds. Mais ils en sont sortis comme des bêtes sauvages. Ils étaient violents. Un type a pratiquement tordu une porte en tentant de fuir de l'un de ces conteneurs. Les gens ressortaient de ces expérimentations avec des déficiences mentales, surtout avec leurs produits, comme le LSD ou leurs hallucinogènes que la CIA ou le Pentagone ont mis dans nos organismes pendant qu'on était dans nos cellules capitonnées. Ils nous les ont injectés, ils nous les ont mélangés à notre nourriture, ils nous les ont fait avaler sous forme de pilules. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Des déficiences mentales, de la folie. Youssef ressort de la prison avec l'organisme dévasté. Les médecins l'ont classé comme partiellement invalide. Quand je suis ressorti de prison, j'ai pensé que tout irait bien. Et soudain, tout ce que j'ai testé est ressorti, et notamment les boursouflures dues au premier test. Je chaussais du 50. Mes mains étaient enflées comme un ballon. Mes ongles ont poussé comme des griffes. Et il y avait cette odeur qui sortait de mon corps. Une odeur de cadavre. De cette époque à aujourd'hui, ma vie a été misérable. J'ai une maladie du foie, des problèmes génitaux persistants. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec mes mains. J'ai des fourmillements dans les pieds. Un cancer de la prostate. C'est un véritable enfer. Alors que l'armée recrute surtout dans les prisons, la CIA, elle, rôde dans les hôpitaux. Prime est donnée à celui qui réussira à transformer un être humain en robot. Plus de 20 ans après la fin du programme MK Ultra,
des témoignages vont dévoiler jusqu'où la CIA était prête à aller pour mener à bien son œuvre. Cette femme, Claudia Mullen, témoigne devant un comité chargé d'évaluer les dégâts commis sur les victimes. Je suis devenue un pion aux mains du gouvernement. Le but était de me soumettre et de créer l'espion idéal à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de chocs électriques, de plongée dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux, physiques, émotionnels et sexuels. J'ai été exploitée pendant près de 30 ans de ma vie et la seule explication qu'on m'a donnée est que la fin justifie les moyens et que je servais ma patrie dans ses efforts valeureux pour lutter contre le communisme. Ces populations vulnérables étaient utilisées comme des rats de laboratoire. Ils en abusaient. Ils leur injectaient ce qu'ils voulaient. Ils ont dépassé toutes les limites. Et plein de choses ici en Amérique n'auraient jamais dû être possibles. Et si cela avait été commis sous l'Allemagne nazie, on aurait mis tout ça dans l'acte d'accusation. On l'aurait mis au compte des coupables. Mais ça n'a pas eu lieu là-bas, c'est arrivé ici. Ce qui me paraît le plus révoltant, ce n'est même pas l'attitude de l'armée ou de la CIA, mais celle des psychiatres eux-mêmes. Parce que les psychiatres, les scientifiques et les chirurgiens participaient à tout ça. Et la CIA n'aurait pas pu faire ça sans leur participation. Et la raison pour laquelle tout ceci est resté dans l'ombre, c'est que les instances les plus hautes de la psychiatrie étaient au courant et ont tout fait pour que ça ne se sache pas. Il ne s'agissait pas de quelques psychiatres ici ou là, mais des têtes pensantes de la psychiatrie. Et dans cette course à l'horreur, un homme sort du lot, Ewen Cameron. C'est un psychiatre écossais de haut vol qui sera président de la vénérable Association mondiale de psychiatrie. Il a d'ailleurs réalisé l'expertise de certains des médecins allemands jugés lors du procès de Nuremberg. Ewen Cameron est recruté par la CIA en 1957. Il se sent alors investi d'une forme de pouvoir absolu. Tous les patients avaient peur de lui. On ne voulait pas avoir affaire à lui. C'était un type bizarre. Il représentait la souffrance. Au sein de l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill qu'il a créé à Montréal, Ewen Cameron expérimente au-delà du supportable. Ces cobayes sont enfermés dans des chambres noires capitonnées. La réputation du prestigieux psychiatre sert d'appât pour recruter ses futures victimes. Il y avait une petite fille de 13 ans qui paraissait normale. Et la seule raison pour laquelle elle était là, c'était parce qu'elle se sentait nerveuse à l'idée de passer un examen. Les médecins ont estimé qu'elle devait voir le docteur Cameron afin qu'il l'aide. Ils l'ont hospitalisée. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il y avait un garçon aussi. Il ne disait plus rien. Il restait toute la journée contre le mur et regardait ses pieds. D'autres se plaignaient de maux de tête effroyables et continuels. Ils ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient et ce qu'ils faisaient ici. Les cobayes sont placés dans des comas artificiels qui durent jusqu'à plusieurs semaines et soumis à des doses massives d'électrochocs, tandis qu'un enregistrement diffuse en boucle des injonctions. Drogue, hypnose, privation de sommeil, tout est tenté. Certains en perdent l'usage de la parole, deviennent incontinents et ne reconnaissent plus leurs propres parents. Vous pensez que des gens en sont morts? Oh oui. Oh oui. Comment pouvez-vous dire ça? Il y a tous ceux qui ont disparu. Certains se suicidaient.
Et quand Gina a tenté de retrouver certaines des anciennes pensionnaires de cette époque, j'ai jamais pu les retrouver. on n'a pas pu les retrouver. Aucune trace. Des morts, il y en a eu un peu partout. Et il aura fallu le courage de quelques lanceurs d'alerte pour révéler publiquement l'étendue du désastre. En 1972, Martha Stephens est professeure d'anglais au sein de l'université de Cincinnati. Elle remarque que le département médical irradie à doses massives et sur le corps tout entier des malades qui se présentent avec des tumeurs bénignes. Elle enquête, se rend compte que l'armée finance le programme et contacte les malades. Sur cette photo, une famille qui a perdu sa mère, Maud Jacobs, en quelques jours seulement. On l'a emmenée au sous-sol, on l'a placée devant une machine effrayante. On l'a irradiée sur le corps tout entier, avec un seul faisceau irradiant. Elle est rentrée chez elle, mais s'est sentie très malade cette nuit-là. Elle n'était pas malade avant qu'on ne l'irradie dans les sous-sols de l'hôpital. Et pourtant, elle est morte en à peu près 3 semaines après l'avoir emmenée là-bas. On a son dossier sanguin. On sait qu'elle est morte de pneumonie en raison des effets sur son système de la moelle épinière. Là, ce sont les enfants. Et là, c'est Maud Jacob, une femme du Kentucky qui vivait à Cincinnati. Ils cherchaient des Noirs, des vieux, des malades, des pauvres. À peu près 60% des 90 personnes qu'on a irradiées étaient noires. Dans une ville où, à cette époque, 30% de la population était noire. Les Afro-Américains n'avaient aucun autre endroit où aller. Dans les années 60, la plupart des hôpitaux les refusaient. Au moins 90 hommes et femmes seront hospitalisés au sous-sol du centre médical de l'université de Cincinnati de 1960 à 1972. 21 d'entre eux vont mourir en 3 ou 4 semaines. À la tête du département, le docteur Eugene Sanger, un radiologiste réputé. Un patriote, je dirais, qui pensait qu'il faisait son devoir pour son pays. Je pense qu'il estimait que certaines personnes doivent se sacrifier pour permettre de comprendre comment nous protéger en cas de guerre nucléaire. Lors du procès qu'on a tenu contre les chercheurs, la juge les a comparés à ce qu'il avait été fait lors du Troisième Reich. Elle a dit, pour justifier les vies que vous avez prises, vous vous protégez derrière les mêmes excuses que celles utilisées par les médecins à Nuremberg. Ils ont dit qu'au nom de leur patrie, ils ont dû faire ce qu'ils ont fait. Et vous, vous donnez les mêmes arguments. Eugene Sanger est décédé, mais son bras droit, le professeur Silberstein, est toujours en activité. Il refuse toute interview, mais voici ce qu'il répond par mail quand on lui demande de réagir sur les expérimentations. Un déni étrange quand on sait que l'université de Cincinnati a été condamnée à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts aux familles. Il ne faut pas croire que la CIA s'est arrêtée là. Les dossiers secrets vont révéler des expériences impensables. Il y a des gens qui croient à tout ça et d'autres qui n'y croient pas. Et il y a un débat entre ces deux camps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Et les documents disent précisément, tout comme les recherches publiées dans les revues ou les livres, qu'on a implanté des électrodes dans le cerveau des gens. On a activé à distance ces électrodes à l'aide d'un transmetteur dans le but de changer le comportement de la personne. On les a rendus violents à casser des murs ou apathiques, sans réaction, alors qu'ils avaient l'air normaux et jouaient de la guitare juste avant. Il y a des photos dans des livres ou des revues. On voit des chats, des singes
mais aussi des humains, chez qui on a placé des électrodes dans le cerveau et dont on prend le contrôle à distance. C'est donc un fait scientifique reconnu. Colin Ross fait